Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de renseignement matinal de Stylo News. Nous sommes le 12 mai 2026 et aujourd'hui nous vous proposons un décryptage complet des événements qui ont secoué l'Amérique du Sud au cours des 2 dernières semaines. Notre objectif est simple, vous livrer les faits de manière totalement claire, objective et neutre pour mieux comprendre les dynamiques régionales en joue en ce moment. Plongeons directement dans l'actualité. Mais avant de commencer, un petit mot pour vous rappeler que ce bulletin de renseignement est parrainé par ProWave AI. Ce sont les développeurs derrière le programme de renseignement en source ouverte propulsé par l'intelligence artificielle Stylo IntelOps et bien sûr de sa plateforme commerciale que nous connaissons bien, Stylo News. Au programme de notre analyse aujourd'hui, nous allons d'abord examiner les opérations et les tactiques récentes des cartels. Ensuite, nous évaluerons les impacts à différents niveaux dans la région, avant d'analyser le sentiment des principaux décideurs, pour enfin terminer par nos prévisions stratégiques à court terme. Commençons tout de suite avec notre première section consacrée aux opérations et aux schémas d'action des cartels. Si l'on regarde les dernières données géospatiales de ces 2 dernières semaines, la situation est frappante. Les activités criminelles sont massivement concentrées dans 3 zones clés. Le sud-ouest de la Colombie, les zones de transit sur la côte équatorienne et la frontière très poreuse entre le Pérou et le Brésil. En fait, ces groupes transnationaux utilisent littéralement la géographie comme un gigantesque réseau logistique unifié, se servant du bassin amazonien et des routes maritimes pour faire transiter leurs marchandises sous le radar des autorités. Alors concrètement, que se passe-t-il sur le terrain? En Colombie, on observe des évolutions tactiques majeures, comme l'utilisation de drones par le LN dans le Chocó. C'est un vrai tournant. On note aussi la capture d'un financier clé, connu sous le nom de Negro Uber, ce qui a porté un coup aux opérations dans le Putumayo. Plus au sud, dans le corridor du Yavari entre le Pérou et le Brésil, les forces conjointes ont frappé fort, avec une saisie massive de 9 tonnes de drogue et d'armes. Pendant ce temps, l'Équateur maintient une pression intense sur ces zones côtières, notamment sous couvre-feu, pour tenter de freiner une contrebande maritime qui reste extrêmement active, sur le Pacifique et les Caraïbes. Passons à notre deuxième section, les impacts régionaux à plusieurs niveaux, car toutes ces opérations illicites ont un véritable effet domino. Ces impacts se font ressentir à toutes les échelles. Au niveau purement local, la violence s'invite dans le quotidien, comme le montre le tragique homicide lié à l'extorsion d'un jeune de 23 ans à Lima, et tout cela sur fond de crise de la santé publique au Pérou. À l'échelle nationale, ces tensions poussent les États à réagir. On voit l'ouverture d'une enquête militaire interne au Pérou, ou encore la très forte mobilisation de l'opposition au Venezuela. Et si l'on prend un peu de recul, sur le plan international, le paysage bouge également. On retiendra bien sûr la visite historique du président colombien Gustavo Petro au Venezuela, qui contraste avec des mouvements plus globaux, comme le redéploiement et le retrait de certaines troupes américaines basées en Allemagne. Il est d'ailleurs très intéressant de mettre en parallèle les attentes internationales et les réalités locales. D'un côté, les États-Unis haussent le ton en lançant un ultimatum très clair au Mexique pour exiger des résultats immédiats dans la lutte antidrogue. Mais de l'autre côté, cette pression externe contraste fortement avec la réalité complexe de pays comme le Pérou. Là-bas, les forces de l'ordre doivent jongler avec des défis de sécurité intérieure immenses, comme démanteler des réseaux d'extorsion urbaine très bien implantés, tout en gérant de lourdes contraintes logistiques. Ce qui nous amène naturellement à notre troisième section, consacrée aux décideurs et à l'opinion publique. Lorsque l'on analyse les différentes sources, on constate un paysage extrêmement polarisé. D'un côté, la leader de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado appelle à la mobilisation mondiale avec une posture de défi largement soutenue par les organisations internationales des droits de l'homme. En face, le gouvernement vénézuélien reste fermement sur la défensive, qualifiant publiquement les personnes arrêtées de criminels de droit commun et non de prisonniers politiques. Pendant ce temps, des institutions comme la police péruvienne restent à l'écart du débat politique, se concentrant strictement sur l'action et la résolution des homicides liés à l'extorsion. Et la façon dont les médias traitent ces événements est tout aussi révélatrice. La presse locale, comme Latina Noticias, rapporte la criminalité quotidienne de manière très factuelle et neutre. Les grandes agences internationales comme DW et EFE offrent quant à elles une couverture plus globale et équilibrée des protestations politiques. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir comment le sport et la culture servent de ciment social au milieu de ces crises. La Copa Sudamericana suscite un immense enthousiasme dans les pages sportives et la presse célèbre l'héritage d'icônes culturelles régionales, offrant à la population des moments de répit et de fierté partagée. Abordons enfin notre quatrième et dernière section, nos prévisions stratégiques à court terme. Notre chronologie met en évidence plusieurs dates clés de la fin avril au début du mois de mai. Nous avons vu la diplomatie en action avec la visite de Petro le 24 avril, suivie par une forte pression sociale avec des manifestations mondiales coordonnées le 3 mai. Et en parallèle de cet ultimatum américain adressé au Mexique, le calendrier sportif s'est imposé avec des matchs majeurs de la Copa Sudamericana. Ces événements sportifs agissent temporairement comme des soupapes de décompression, mais attention, ils ne règlent en rien les tensions structurelles sous-jacentes. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Comment cette convergence inédite entre la pression étouffante des cartels, les mouvements sociaux massifs et les changements d'alliances diplomatiques va-t-elle redéfinir la stabilité de toute l'Amérique du Sud dans les mois qui viennent? C'est l'enjeu majeur que nous allons continuer de surveiller de très près.
Et c'est ce qui conclut ce décryptage matinal. Pour approfondir tous ces sujets, nous vous invitons à écouter notre podcast complet, le Stylo News Intel Update, sur votre plateforme d'écoute favorite ou en suivant le lien indiqué dans cette publication. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Stylo News pour accéder à tout moment à une actualité mondiale analysée par intelligence artificielle directement sur stylonews.com. À très bientôt.